Vous êtes-vous déjà demandé comment naissent les grandes lois scientifiques? Apparemment de 1000 manières différentes, parfois singulières ou inopinées. Ainsi l'anecdote accorde-t-elle à une simple pomme l'honneur d'avoir inspiré la loi de la gravitation universelle. Cette pomme tomba, il est vrai, sur la tête géniale d'Isaac Newton. En vérité, la pomme s'est contentée de déclencher une interrogation puis une pensée scientifique. Dans notre tête à nous, elle peut aujourd'hui déclencher une réflexion sur les aspects fondamentaux de la pensée scientifique. Quel est le schéma de cette démarche intellectuelle? Le voici en quelques mots. Les savants, les scientifiques, observent puis analysent les phénomènes de la nature afin de découvrir les lois qui les régissent. Ils multiplient leurs observations de manière à confirmer que dans des conditions identiques, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, ils formulent une hypothèse. Ensuite, les savants effectuent des expériences pour vérifier le bien fondé de l'hypothèse. Si les résultats correspondent aux prévisions, les savants déclarent « Nous avons découvert une nouvelle loi scientifique ». La gravitation universelle règle le cours des astres depuis la naissance du monde. La loi de Newton ne modifie en rien un équilibre naturel. Cet équilibre existe indépendamment de la loi telle qu'il la formula. Vous possédez des cartes de géographie. Des lignes sinueuses en bleu et rouge symbolisent sur le papier les fleuves et les routes du territoire. Leur représentation correspond à un choix. L'auteur aurait pu décider d'illustrer d'autres éléments du même territoire, les pommiers par exemple, ou les poiriers. Certaines cartes ne portent ni route ni pommiers, mais des éléments invisibles ou même inexistants. Ainsi, celles destinées au vol sans visibilité. Elles indiquent des radiobalises, des fréquences d'émission, des voies aériennes et des circuits d'attente. Avez-vous jamais vu ou touché une voie aérienne? C'est impossible. Comme la carte géographique, votre perception du monde crée un reflet très partiel de la réalité matérielle ou même immatérielle. Elle choisit certains éléments et en néglige de nombreux autres. La carte n'est donc pas du tout comme le territoire. La carte n'est pas le territoire. Elle se limite à une représentation abstraite au sujet de ce territoire. Dans un certain sens, nous pouvons considérer que les scientifiques, eux aussi, cherchent à dessiner une carte. Le comportement de la nature correspond au pays, au territoire. Son explication, le libellé de la loi, devient une carte partielle au sujet du comportement. Cependant, l'erreur commune et même le raccourci abusif de nombreux scientifiques conduit à une confusion de la carte et du territoire. La science contemporaine a montré que les lois naturelles relatives à l'infiniment petit, les particules élémentaires, et l'infiniment grand, l'astronomie, se recoupent souvent de manière frappante. Ce rapprochement conduit à un postulat hardi mais séduisant. Des lois naturelles existent qui sont universelles et s'appliquent aux plus petits comme aux plus grands, à l'observable comme à l'inobservable. Même l'esprit humain fonctionne lui aussi d'après elles. Ainsi exprimée, cette idée paraît simpliste et même naïve. Il n'empêche qu'elle a considérablement influencé votre vie, mais peut-être sans que vous ne le remarquiez vraiment. La carte n'est pas le territoire. Votre représentation de la nature, telle que vous la percevez avec vos sens et la reconstruisez avec votre intelligence, n'est pas la nature, mais une interprétation intérieure, une abstraction, une carte du phénomène. Cependant, comme certaines lois naturelles sont partout les mêmes, les cartes que nous fabriquons à leur sujet le sont aussi. Notre corps, notre cerveau, nos yeux sont constitués de matière, d'électrons, de particules élémentaires. Le microscope et le télescope dont nous nous servons le sont également, et l'objet observé tout autant. Au niveau de la matière, nous sommes des électrons qui, à l'aide d'autres électrons, observent et interprètent des électrons. En vérité, ce que nous percevons, ne serait-ce pas tout simplement nous-mêmes? Albert Einstein fut un des premiers qui ait donné une réponse positive à cette question, un des premiers dont les travaux en exploitèrent le sens. Ces travaux ont conduit à la physique nucléaire, aux transistors et à une multitude d'inventions qui influencent votre vie dans une mesure énorme. Ce que nous percevons de la nature est moins cette nature dehors que le fonctionnement de notre cerveau dedans, dans notre tête. Peut-être cette idée vous semble-t-elle paradoxale. Elle contredit une si longue habitude de penser. Elle s'oppose à une certitude si bien ancrée, si longtemps indiscutée, qu'il nous faut un grand effort pour l'admettre. Et admettre n'est pas comprendre.
Si vos études et votre travail vous ont conféré l'habitude d'une pensée scientifique, il vous sera pratiquement impossible, ou du moins extrêmement difficile, de saisir d'emblée la différence fondamentale de pensée entre la recherche scientifique qui va de l'observation extérieure vers la formulation intérieure et la création succématique qui prépare l'idée pour l'éjecter sous forme d'action. Écoutez et réécoutez vos cassettes pendant plusieurs mois, celles-ci incluses. Appliquez les idées qu'elles déclenchent. Alors sans doute admettrez-vous peu à peu et pourrez-vous développer à votre tour cette pensée fondamentale. Ce que nous percevons du monde est moins le monde extérieur que le fonctionnement de notre cerveau dedans. L'introduction de cette cassette peut vous sembler quelque peu obscure. Soyez tranquille, elle se clarifiera à mesure de votre pénétration dans la succématique. Il n'est pas nécessaire de tout dominer dès la première audition pour saisir la suite et en appliquer l'enseignement dans votre action. Jusqu'à présent, vous avez vécu sans vous préoccuper de tels problèmes et, admettez-le, sans les comprendre. Demain, peut-être comprendrez-vous. Mais pour le moment, acceptez simplement l'idée centrale. Nous postulons, nous supposons, nous déclarons que la nature fonctionne partout selon des lois semblables, des lois universelles. Si vous observez bien, vous allez donc remarquer que les apparences ont partout un air de famille. Vous allez découvrir les mêmes cartes. La nature nous le montre, les cartes sont partout présentes. Ce que nous cherchons, c'est le territoire correspondant, le territoire dans notre esprit. Quelle est la loi naturelle la mieux connue? Celle de la reproduction des espèces. Pour la création d'un nouvel être vivant, il faut au départ une femelle, un mâle et leur union. Chaque animal, chaque plante connaît cette loi, du moins au niveau d'une programmation biologique ou d'un instinct. À cet instinct, les hommes ajoutent le savoir spirituel. Même les humains les plus simples, les plus reculés sur le plan géographique ou historique, connaissent ou ont connu la loi. Pour procréer, il faut une femme, un homme et leur union. Il faut un principe féminin, nous l'appelons ici dedans, et un principe masculin dehors. Le rapport entre les deux principes sera nommé inversion. La femme a longuement préparé en elle, dedans, un ovule. Il est prêt à la fécondation. L'homme éjecte une profusion de spermatozoïdes qui vont chercher à pénétrer l'ovule. Normalement, un seul réussit et la croissance de l'ovule fécondé, de l'œuf, commence dans le corps de la femme, dedans. L'œuf se divise en 2 cellules, puis 4, 8, 16. Le fœtus grandit et après le temps de gestation, il est éjecté à son tour dehors, où il continue de grandir afin d'aboutir à l'humain adulte. Caractérisons les 2 principes avec plus de précision. Le féminin d'abord. Il est prêt par période. Dans le grand mystère de la reproduction, de la création, l'important, le précieux demeure caché dedans, protégé. Le pôle féminin se révèle plutôt passif. Il attend, il absorbe. Principe masculin. L'activité lui incombe, il est dehors, agressif, il se met en valeur, il pénètre, il éjecte une multitude de germes, il disperse et rayonne. À la fécondation intervient une sorte d'inversion. Les rôles changent. L'homme devient passif, la femme active. Elle entreprend de développer le nouvel être humain, puis de lui donner le jour. Et la naissance propose à son tour le même schéma d'inversion. Le principe devenu actif, la femme, éjecte le nouveau-né et les rôles s'inversent. Sans minimiser les soins maternels, constatons que l'activité majeure appartient désormais à l'enfant qui commence à bouger, à marcher, à pénétrer le monde. Les 2 principes fondamentaux, masculin et féminin, dedans, dehors, et leur union, représentent une carte universelle. La carte s'applique à une myriade de territoires et la dualité dedans-dehors se retrouve partout, partout dans notre vie quotidienne. Par exemple, dedans représente l'intérieur d'une maison, d'une entreprise, d'un groupe, d'une organisation. Dedans illustre également votre esprit qui abrite vos pensées, vos convictions profondes, vos visions, vos plans, votre but. La carte dehors décrit l'élément actif dans un environnement, l'enfant qui apprend et déploie ses personnalités, le messager, celui qui cherche, le conquérant, le vendeur dans un marché. Dehors voit les actions, les échecs et les succès. Dehors s'applique à vous dans la mise en pratique de vos plans et de votre but, dans votre ascension de la réussite. La personne humaine, femme ou homme, considérée en qualité d'être spirituel et individuel, celle qui accomplit son développement personnel, se libère graduellement de la donnée biologique femelle ou mâle pour devenir un être créatif achevé.
L'esprit humain contient les deux principes et sait réaliser l'inversion créatrice. Selon la situation où vous êtes, la phase présente de votre développement obéit plutôt au principe féminin ou masculin. Un exemple, la voix qui vous parle maintenant et vous pénètre joue son rôle masculin de fécondation. Vous qui la recevez et intériorisez le message pour le mûrir au tréfonds de votre pensée, vous adoptez une attitude non pas féminine, mais inspirée du principe féminin. Le message va pénétrer vos idées et elles se développeront jusqu'à l'éjection, c'est-à-dire l'action. Votre attitude obéira alors au principe masculin. Désormais, vous allez pouvoir comprendre et appliquer cette dualité dans votre vie. Vous allez percevoir le cycle masculin-inversion-féminin. Votre connaissance nouvelle jettera une lumière plus vive, non seulement sur votre comportement, mais sur beaucoup de vos découvertes et même sur les cassettes déjà entendues. Elles vous ont parlé de votre position nécessaire de chercheur, de persuadeur, de vendeur. Le persuadeur ou le vendeur agit selon le principe masculin. Le persuadeur éjecte ses milliers de semences, ses milliers d'idées et de démonstrations pour faire passer son concept dans l'ovule qui est prêt mais non fécondé. Un vendeur doit rencontrer beaucoup de clients, expliquer, décrire, faire désirer, induire, réfuter, multiplier les tentatives, multiplier les arguments pour découvrir la personne disposée à accepter l'idée ou le produit, pour conduire cette personne à les faire siens. Pareille multiplication des approches et des arguments reflète d'une certaine manière l'effarante abondance, prodigalité, générosité de la nature. Un seul spermatozoïde au but pour des dizaines de millions au départ. Acceptons la loi de cette prodigalité, car elle est normale lorsque le cycle de nos attitudes traverse la phase masculine. L'éjection des idées et des arguments, la répétition des tentatives peuvent se renouveler facilement. La facette masculine de notre rôle consiste en particulier à les répéter, à comprendre et appliquer la loi du grand nombre de tentatives. Cependant, pour notre développement, le terrain le plus important, le terrain fertile, demeure caché, protégé, difficile à identifier et à localiser. L'important est dedans. Il nous faut un grand effort, ou plutôt de nombreux efforts répétés pour l'atteindre et le pénétrer. Sur le plan biologique également, le plus précieux ou le plus fondamental demeure le mieux caché. Ainsi les chromosomes et les gènes à l'intérieur des cellules. L'important à long terme est toujours caché, protégé dedans. Dans ce programme de Succématique, votre intérêt majeur porte sur le développement personnel et la réussite. Entrons dans le sujet, votre réussite. Vous la vivez déjà, car vous l'avez déjà déclenchée. Comment l'assurer? Comment réaliser les projets et les buts? La réponse tient dans l'ensemble du programme, et les concepts, les révélations, les enseignements qu'il multiplie. Elle tient aussi dans une dimension supérieure de l'entendement, votre compréhension de certaines grandes lois naturelles. Devenez conscient, en particulier, de cette dualité essentielle, dedans, dehors, et de la fonction de l'inversion. Observez le mécanisme des interactions et des fécondations. Appliquez votre découverte à l'édification de vous-même et évitez les comportements opposés à cette loi générale. Le cheminement de la réussite va dans le sens de la loi. Il ne saurait choisir une direction antagoniste car elle conduit à l'échec. Voulez-vous, par exemple, expliquer une idée difficile et importante? Voulez-vous fertiliser autrui sur le plan des idées, de la décision et de l'action? Voulez-vous dispenser une formation? Sachez alors mettre à profit la puissance des dedans privilégiés. Une telle influence sur les autres, une telle fécondation se conduit de préférence dans un local choisi, conçu ou aménagé à cet effet. Faites venir vos interlocuteurs auprès de vous, dans ces lieux propices au démarrage de leur nouveau développement. Certaines salles de réunion, de formation, d'exposition, de conférences, certains bâtiments, certains bureaux jouent auprès des invités le rôle mystérieux et quasi secret d'une matrice protectrice et nourrissante. Ils vous assurent de mieux atteindre ces invités, de les mener plus loin et plus profond dans la découverte et de leur apporter un acquis plus durable. Ne sous-estimez pas la puissance féminine du dedans architectural et sachez en tirer parti dans la poursuite de votre réussite ou l'amorce de la réussite d'autrui, car en succématicien, vous fécondez les autres dans le sens de leur propre succès. Faites venir à vous en faisant venir chez vous. Vous discutez avec quelqu'un, il parle, il assume donc le rôle masculin, il éjecte des idées.
Soyez disposés à les accepter, car votre rôle conduit pour l'instant à une intériorisation. Une des idées reçues pourra féconder une des vôtres. Il est possible qu'elles amorcent ensemble le développement d'un concept nouveau. Peut-être grandira-t-il en vous pour devenir un projet. Vous l'éjecterez à votre tour et pourquoi pas, il vous survivra. Si vous n'êtes pas prêt à accepter les idées des autres, vous ne l'êtes pas non plus à créer quelque chose de vraiment nouveau. Dans la situation enrichissante de l'échange d'idées, n'affamez pas le pôle féminin réceptif de votre esprit. Revenons à l'aspect masculin des cassettes. Elles sont nombreuses et les pensées qu'elles projettent le sont plus encore. Pourquoi les écouter et les réécouter? Pour multiplier les opportunités d'inversion, les chances qu'une idée vous atteigne dans une période privilégiée mais rare de vraie disponibilité, de fertilité. Cet ensemencement extérieur qui vient féconder votre esprit va solliciter ce qui est déjà présent au centre de votre personne. Il va jouer son rôle de déclencheur et faire germer un concept plus vaste ou un projet ou une décision, l'amorce d'un fruit nouveau. Et ce fruit, vous le porterez pour qu'il mûrisse jusqu'à l'éjection dans la vie extérieure, jusqu'à l'action. Dans votre projet en cours, dans la poursuite de votre but, dans la réalisation de votre succès, l'éjection a correspondu à l'acte fondamental du premier pas. Le fruit fut alors livré dehors. Maintenant, il vit indépendamment de vous, mais il a toujours besoin de tous vos soins pour subsister et triompher, pour se développer. Votre rôle se compare désormais à celui de la mère qui soigne son enfant jusqu'au jour où il est devenu assez fort pour subsister seul. Cependant, si une idée vous tient à cœur, ou un projet, un but, vous attribuez le rôle masculin, celui qui conduit dehors, dans le monde, dans le marché, l'environnement, le groupe. Vous n'hésitez pas à multiplier les tentatives pour trouver le dedans accueillant, où votre idée sera reprise et germera, où le projet sera mené vers l'accomplissement. Combien de gens nous accablent des protestations creuses de leurs bonnes intentions ratées? Je t'avais bien prévenu, ou je te l'avais dit, ou pire encore, je l'ai essayé. Suffisait-il d'essayer ou de prévenir? L'acceptation demande beaucoup d'arguments et de répétitions. La réalisation veut de nombreuses tentatives, peut-être 10, 1000 ou des millions. Si vos idées sont tombées sur des terrains stériles, eh bien, préparez-vous à les renouveler et réjouissez-vous des possibilités offertes à de nouvelles émissions. Votre méditation sur le grand principe dedans-dehors éclaire le mécanisme de certaines erreurs commises autour de vous, des erreurs à éviter. Ainsi, bien des personnes veulent-elles aller à contre-courant des lois universelles. Par exemple, elles bavardent au sujet de, au lieu d'entrer dans le sujet. Leur réflexion inféconde et solitaire correspond à une sorte d'onanisme de pensée qui n'engendrera jamais de fruits. Une soumission intelligente et créatrice aux lois universelles aurait voulu que ces personnes développent un projet véritable dedans, en elles, pour l'appliquer ensuite dehors, le vérifier, lui apprendre à marcher par des expériences, des confrontations, des échecs et des réussites. La dualité se retrouve partout. Ainsi, l'apprentissage vient-il avant la mise en pratique? La réflexion prépare la proclamation, l'intention précède la réalisation, la théorie s'inverse pour mener à l'application, et l'application s'inverse à son tour pour déclencher une idée nouvelle, une création nouvelle. Soyez également attentifs aux phénomènes d'inversion. Par exemple, les décisions. Une décision se prend par étapes. Les arguments s'empilent dans votre tête, les divers aspects se succèdent, et tout à coup, une raison centrale vous retient et détermine l'acte symbolique de la décision. Une inversion vient de se produire en vous. Un autre cas. Une personne vous explique quelque chose. Vous ne comprenez pas, et puis soudain, vous vous entendez murmurer « Ah ah !» L'inversion est intervenue. Avant, vous assumiez un certain rôle réceptif qui vous a permis l'absorption et la compréhension. Maintenant, vous êtes prêt à devenir actif, à utiliser l'idée comprise. De son côté, votre interlocuteur, le persuadeur, voit son rôle prendre fin. Il vous abreuvait d'explications, ou de bonnes raisons, et maintenant, il va peut-être murmurer « Enfin !» ou lâcher un soupir. Une sensation d'épuisement peut l'envahir. Observez également le changement d'attitude quand vous passez la séparation entre un dedans et un dehors, quand vous rentrez chez vous par exemple ou sortez. Certaines personnes possèdent deux personnalités. Dedans, elles se révèlent décidées, affirmatives, déclamatoires. Elles ont pris un certain rôle masculin. Dehors, les voici attentives, réservées, timides ou même passives.
Le contraire est vrai pour d'autres personnes. Exercez votre sensibilité pour découvrir ces inversions dans les 1000 péripéties quotidiennes. Vous verrez même qu'elles se superposent souvent. Plusieurs inversions peuvent intervenir simultanément sur des niveaux différents. Efforcez-vous désormais de percevoir les lois universelles derrière les phénomènes visibles, les phénomènes extérieurs. Efforcez-vous de mesurer combien les mêmes lois s'appliquent à vous, en vous. Non seulement votre esprit leur obéit pour fonctionner, mais il est capable de les comprendre et de les suivre volontairement, de les appliquer sur lui-même, sur les autres, sur votre environnement et sur le dedans le plus grand, votre propre vie. Sachez voir les lois de la création qui sont à votre portée. Votre conscience de leur présence et de leur puissance vous armera dans la création de votre œuvre. En donnant le jour à cette œuvre, vous accomplirez votre propre création.